On a le sommaire, donc, il y a, disons, mon parcours personnel. Après, on a mis forger parce que mon travail est quelque chose d'un petit peu particulier. Il y a cet aspect technique du formage des métaux. Et je pense que les gens qui sont les plus âgés ou les plus anciens dans la salle ont rencontré éventuellement des forgerons dans les villages et sont peut-être plus familiarisés avec ce genre de travail. Mais pour les gens plus jeunes, il y a peu de chances qu'ils aient eu l'occasion de voir du travail de forge. Après, je vais parler des maisons de compagnons où j'ai fait quelques œuvres. Et après, on va passer vraiment pour les sculptures urbaines et après les concours qui n'ont pas forcément abouti. Et en dernier, je vous présenterai des sculptures qui seront quand même beaucoup plus libres dans l'inspiration. Et c'est un petit peu pour prendre le contre-pied par rapport aux sculptures urbaines. Bon, si vous voulez, moi je suis sculpteur, forgeron, décorateur. Je suis né en 1944 près de Paris. J'ai eu une formation à l'école des arts décoratifs de Grenoble pendant 3 ans. Et puis après, l'école des beaux-arts à Montpellier pour faire de la gravure. Et parallèlement, suite à une semaine de découverte de la forge chez le ferronnier Daniel Souriou, qui est bien connu à Nîmes, je me suis rendu compte qu'il était quasiment impossible de bricoler dans ce genre de métier. Il fallait vraiment accepter de se mettre en apprentissage. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fini mon cursus aux arts décoratifs et aux beaux-arts. Et je me suis mis en apprentissage pendant 2 ans. Après, je suis parti sur le Tour de France chez les Compagnons, puisque Daniel Souriou est compagnon du devoir. Il m'avait incité à continuer à me perfectionner sur le Tour de France. En 1977, j'ai installé mon atelier à Nîmes. C'est pas un hasard parce qu'en fin de compte, j'ai rencontré ma femme sur Nîmes, donc je suis resté là où elle était. Et j'ai fait la réalisation d'œuvres monumentales, des pièces plus petites, pour répondre à des commandes publiques. Et j'ai fait aussi mon travail personnel. Il faut dire que, sans vouloir me pousser du coude, mais je suis descendant d'une lignée de sculpteurs, dessinateurs, peintres, bonziers d'art, faïenciers et céramistes, artisans d'art avant la lettre, tout cela au long du XVIIIe et du XXe siècle. Si vous voulez, voilà, c'est forger. Je décris un petit peu le processus ce qu'on peut appeler une chaude. C'est-à-dire qu'il y a l'attente pendant que le fer chauffe dans la forge, et en même temps, il nous faut absolument anticiper sur l'action à venir. Parce que quand on sort le fer du feu, on a, selon la section, on a 1 minute, 2 ou 3 minutes pour pouvoir travailler le fer tant qu'il est malléable. Et donc, on ne peut pas rester indécis devant l'enclume avec notre morceau de fer chaud à la main et notre marteau. Il faut déjà, tout de suite, quand on le sort du feu, le poser sur l'enclume et commencer à taper dessus.
Alors là, il y a quelques photos de forge, vous voyez. Donc là, c'est la chauffe. On chauffe au charbon en général, bien que maintenant on puisse chauffer avec des fours à gaz. Mais moi, j'aime bien travailler au charbon. Voilà, alors là, vous avez le travail au marteau-pilon, parce que, disons que là, j'ai un travail au marteau, j'ai plus trop droit à cause d'opérations à l'épaule. Et quand on travaille au marteau-pilon, ça permet d'aller très vite. Et on ne fatigue pas le métal. On n'a pas besoin de le réchauffer, de le chauffer un nombre de fois excessif. Donc le fer garde toute sa valeur. Vous voyez, là, au marteau-pilon, on peut faire des tas de choses. Vous voyez, là, d'un morceau de carré de 50, c'est-à-dire qu'il fait 5 cm de section, on arrive à faire quelque chose d'étiré sur une assez grande largeur, et ça dans la même chaude. Ça, c'est le marteau-pilon qui le permet, quoi. Là, c'est encore autre chose, c'est un emboutissage de tôle avec un outil que j'ai fait pour le marteau-pilon, qui me permet d'emboutir des tôles de forte épaisseur. Et là, le planage au marteau à la fin pour tendre un peu la peau de la chose, quoi. Alors maintenant, les maisons de compagnons. Les maisons de compagnons, il y en a une trentaine à peu près en France, sinon un peu plus. Alors, je me suis permis de dire que c'était... Bon, ces maisons de compagnons ne sont pas des bâtiments publics, mais les maisons de compagnons sont ouvertes à tous. Et les travaux qui ont été faits dedans utilisent ou sont, comment dire, ont les mêmes contraintes que les œuvres pour un domaine public. En plus de ça, si vous voulez, une œuvre dans une maison de compagnons ou un travail dans une maison de compagnons doit être remarquable, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il doit servir d'exemple aux jeunes hommes et aux jeunes filles maintenant, puisqu'on a maintenant des filles dans les maisons de compagnons, pour que ça serve de support de cours. Et aussi, ces œuvres doivent un petit peu glorifier les idéaux du compagnonnage. Alors, en tout bien, tout honneur, on va commencer par la maison de Nîmes, puisque nous sommes à Nîmes. Et là, vous voyez, on a mis le four à chaud avant les travaux. Après les travaux, il y a quelques années, parce qu'on avait encore... c'était encore un peu la zone. Et puis la réalisation actuelle. Voilà, j'ai fait, si vous voulez, si je suis revenu à Nîmes, c'est un petit peu par hasard. Parce que la maquette que vous voyez à gauche, c'est mon travail de réception que j'ai exécuté quand j'étais à Strasbourg. Donc, vous voyez, il y a 800 km de différence. Et à côté, il y a la réalisation, là, dans la partie basse. Là, vous avez la photo du plan incliné de l'intérieur de la maison qui dessert les 3 niveaux de l'ancien four à chaud, avant que, évidemment, il y ait cette sculpture. Et à côté, vous avez
la photo de la sculpture vue d'en dessous. Alors là, on va monter tout au long de cette sculpture. Alors, si vous voulez, la complication sur cet ouvrage, c'est que l'ensemble fait 11 mètres de haut. Il n'y a aucun recul, sauf en 3 points, à la base, à l'étage, au premier étage, si vous voulez, et au dernier étage. Et entre les deux, en fin de compte, on est dans le plan incliné et on découvre au fur et à mesure la sculpture. Alors, au niveau composition, ça a été quelque chose d'assez contraignant. Et c'est pour ça que vous allez avoir... Il y a des parties qui sont un peu moins travaillées et d'autres, comme celle-là, où là, on a aussi un élément très travaillé. Vous voyez, là, ce sont ces deux mains qui tiennent un objet qui est fait à partir de la matière et les mains ont été dirigées par l'esprit. Et là, on voit des détails. Là, il y a des pierres qui sont enchâssées dans les barres. Voilà la partie haute. Voilà des détails. Alors, tout ça, tout est forgé. C'est de la tôle assez épaisse. Voilà, ça c'est aussi une pierre enchâssée dans la partie basse. Et voilà la partie centrale vue du deuxième niveau. La deuxième œuvre que je vous présente, là, c'est pour la maison d'Angers. Les compagnons m'avaient demandé d'intervenir sur ce bâtiment. Et il y avait, à l'entrée, ça faisait un peu comme un tunnel de béton de 3 mètres sur 3, à peu près, et qui rentrait directement dans la maison. Donc, il fallait concevoir une porte, décorer éventuellement chaque côté des deux murs avec un bas-relief et créer une porte qui puisse avoir un portillon central qui puisse s'ouvrir d'une façon courante et que l'ensemble puisse s'ouvrir de manière à ce que ça nous livre le passage complet. Alors là, vous avez... j'ai pris comme thème les 4 éléments et la main. Ça, dans la symbolique copernicienne, c'est les 4 éléments qu'on trouve dans le labyrinthe. Et donc là, vous avez sur le panneau de droite, là, vous avez la terre et l'eau. Alors tout ça, ça a été des éléments forgés, de la tôle épaisse repoussée, et le tout posé sur un plaquage en ardoise. Et l'effet du métal forgé avec l'ardoise, ça a donné un aspect assez intéressant. Voilà la porte, et vous voyez au milieu le portillon qui était d'ouverture de tous les jours. Alors voilà, ça c'était dans mon atelier quand j'ai réalisé la chose. Donc le support là pour le moment c'est un panneau de Novopan. Et voilà ce que ça pouvait donner. Donc là, ça c'est la terre et l'eau. Voilà après en place. Alors donc il y a des sections assez grosses. Il y a des tôles aussi embouties qui sont assez épaisses. Enfin, c'était
Là, j'étais jeune, donc je ne craignais pas de taper sur la ferraille. Voilà, alors j'ai essayé de trouver toujours un côté un peu narratif à ce travail. Et voilà l'autre côté, sur l'autre bas-relief, où on a l'air et le feu. Et en même temps, j'ai imaginé un petit peu un peu comme une rose des vents, avec 4 bouches qui soufflent, qui font le grand tourbillon. Et vous avez la langue de feu qui passe à travers le tourbillon et qui va vers la porte. Et là, vous avez donc les deux grands battants de porte ouverts qui permettaient l'entrée complète dans la maison. Et on retrouve sur les portes les 4 éléments, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Le dernier travail pour une maison de compagnons, c'est à Lille, Villeneuve-d'Ascq exactement, c'est dans la banlieue de Lille. Et c'est un claustrat vitré qui coupait la grande salle des chefs-d'œuvre. Ça faisait 10 mètres sur 3, avec deux éléments de porte à double vanneau en verre. Alors, ce travail a été réalisé en stage et en symposium. Alors, une partie à Londres, en démonstration, et quelques années après, en stage de perfectionnement à la Maison de Lille. Et après, ça a été posé. Alors, on va avancer un petit peu. Là, voilà, vous avez la maquette. Donc, vous avez la partie centrale dont vous avez vu une première photo. Et de chaque côté, vous avez les 2 côtés qui vont rejoindre les murs en briques. Alors, la caractéristique quand même de ce travail, c'est que on a un motif complémentaire de chaque côté de la vitre. Ce qui fait que en se promenant devant, on a un effet cinétique qui permet de voir modifier le motif. Alors là, vous avez donc la photo de la maquette. Là, c'est une photo qui a été prise en Angleterre quand, à la fin de notre stage, là. Et là, vous avez un boulot qui est brut de forge. Et voilà le travail en place. Donc, on voit la partie centrale et la partie de côté. Voilà, là, sur une diapositive, c'est un peu plus net. On voit bien les deux éléments de chaque côté de la vitre qui ont, en fin de compte, à peu près le même volume, mais le dessin est différent. Parce que si on revient... Voilà, vous voyez, ça c'était l'arrière du motif. Et ça c'est l'avant. Là, la partie haute, qui rentre un peu dans la résille du plafond. Et voilà donc le motif de côté, un des motifs de côté. Vous voyez, on a un travail de courbe qui était assez intéressant. Je vous lis un petit texte de Pierre Cabane. Créer pour la ville suppose une osmose entre l'œuvre et le bâti qui lui est généralement antérieure. Cette œuvre ne doit être ni un ornement, ni un supplément. Elle doit proposer sans s'imposer. Elle propose ses formes, sa singularité expressive que l'on dit moderne. Moderne, car elle est faite de matériaux qui sont de notre temps.
le fer, le cuivre, l'acier corten, le verre, le plexiglas. Jadis, seules les matières qualifiées de nobles, la pierre et le marbre, pérennisaient l'œuvre. Mais le sentiment, la pensée qui la contiennent n'ont rien à voir avec les matériaux employés. Alors, je me permets de commenter un petit peu la dernière phrase, parce que, comme je dis un petit peu plus haut, la sculpture urbaine a des contraintes assez contraignantes, hein, comme toute contrainte. Et c'est vrai que la sculpture urbaine, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui est vraiment libre. Et pour la musique militaire, eh bien, elle est aussi différente que la musique symphonique. Voilà. Les choses ne sont pas dans l'ordre chronologique, si vous voulez. J'ai présenté des œuvres un petit peu qui pouvaient un petit peu se répondre, quoi. Là, c'est un grand signal qui fait 8 mètres de haut, qui a été que Antoine Martinez, le maire de Bédarieux, m'avait demandé pour ce centre sportif René Char. Alors j'avais fait une première maquette qui m'a permis de présenter un petit peu mes idées en fonction du lieu. Et la contrainte, c'était quand même qu'il n'y avait pas un budget extraordinaire. Et quand on fait une œuvre comme ça en extérieur, il faut quand même qu'on ait des œuvres assez hautes, assez imposantes pour remplir un petit peu le paysage. Alors, vous voyez, là, on avait la grande halle de sport derrière. Et donc, on avait cette sculpture qui a été... Là, on était encore dans le chantier. Et cette œuvre a été déplacée quelques années après sur un rond-point. Avec mon accord, bien sûr. Donc là, vous avez l'œuvre placée sur ce rond-point. La deuxième sculpture que j'ai faite pour la ville de Bédarieux, c'est un signal pour la maison de tourisme qui se trouvait sur une place en centre-ville. Et d'un côté, il y avait une place avec des platanes assez grands, et de l'autre, des constructions. Et donc, j'avais cette sculpture qui venait un peu comme une porte pour rentrer dans cette maison du tourisme. J'avais fait une première maquette parce que il y avait différents parties qu'il fallait organiser. Il y a certaines choses qui ont été abandonnées et il est resté donc cette sculpture. Et si vous voulez, dans le bloc que vous voyez en bas à droite, c'est un bloc de pierre qui devait enchâsser une borne électronique pour consulter des hébergements, puisque c'était la maison du tourisme. Alors cette réalisation, j'ai fait les plans, mais je n'ai pas pu réaliser parce qu'un an avant, j'avais une opération de l'épaule et je ne voulais pas me lancer seul à brasser des poids pareils.
Donc c'est une entreprise de 7 qui m'a fait le travail. Et on l'a posé ensemble après. Alors, si vous voulez, dans le timing de pose, il a fallu régler l'arrivée des pièces et l'arrivée aussi des 2 blocs de pierre qui venaient enchâsser pour tout poser en même temps. Ça a été un peu chaud. Là, c'est un bloc de marbre de Lorrains. Donc, c'était à quelques kilomètres de Bédarieux. Vous voyez, alors c'est... voilà, et donc, évidemment, les bâtiments qui étaient derrière n'étaient pas extraordinaires, mais bon, il fallait arriver à trouver un équilibre entre tout ça, quoi. Bon, là, maintenant, on passe à une œuvre plus ancienne, puisqu'elle date de 86. C'est une sculpture pour une école maternelle à Haut-Bord. Et voilà, donc l'idée, c'était quand même d'essayer de symboliser l'espoir qu'avait donné Jean Moulin dans la Résistance. Et donc, voilà, j'ai fait une œuvre avec des sections assez grosses. Tout a été métallisé au zinc et ça a continué à se patiner après. Le problème du socle, j'ai pas pu avoir le socle que je voulais parce que c'était les services techniques de la mairie et ça a été un peu compliqué, quoi. Voilà l'œuvre finie. Le deuxième pourcent, c'est à la bibliothèque centrale de Prêt, qui se trouve derrière l'Institut Vatel et à côté de Carrémo. Vous avez un beau bâtiment sur la gauche. Et donc la directrice de la bibliothèque centrale de Prêt, à l'époque, avait vu une de mes expos à la chapelle de la Salamandre et ça l'avait intéressée. Et elle m'avait demandé de prévoir à 1%, enfin le projet de décoration pour le bâtiment. Et donc, j'ai imaginé un énorme bloc de pierre, un peu comme, si vous voulez, une pierre de rosette qui aurait grandi terriblement. J'y ai fait graver des hiéroglyphes que j'ai imaginés et tout en haut, il y a une sculpture qui fait un peu une forme volante qui est un peu le messager, si vous voulez. Et à l'intérieur du bloc, il y a un tuyau qui passe et qui permet de créer une fontaine. Vous voyez, là, vous avez les hiéroglyphes et en bas, la fontaine, et il y a un circuit, il y a une pompe immergée et ça fonctionne normalement toute la journée. C'est un boulot assez intéressant et assez technique aussi parce que fallait résoudre tous les problèmes, mais c'est pas toujours simple. Hein. Là encore plus, là c'est quelque chose, on revient encore en arrière. J'avais eu une commande pour une décoration d'un mur dans une ZUP à la chapelle, la ZUP Chapelle Saint-Luc à Troyes. Et donc j'avais imaginé des oiseaux, en cuivre et en cupro-aluminium. C'est un
un alliage de cuivre et d'aluminium. Et je crois que j'en ai travaillé une fois, mais j'en travaillerai pas deux parce que c'était pas simple. Là, vous avez chaque oiseau fait à peu près 2 mètres d'envergure. C'est du cuivre de 2 mm formé. Et voilà le fameux cupro-aluminium, qui a été beaucoup plus compliqué. C'est une salle polyvalente, un palais des congrès, je crois, aussi. Et au démarrage, la première mouture, il devait y avoir un campanile métallique qui passait entre les 2 éléments de toiture. Et puis, les crédits étant beaucoup plus réduits que prévu, eh bien, il y a eu quelque chose d'un petit peu plus simple. Mais là, vous avez quand même la girouette en haut qui fait 4 mètres de long, quoi. Ce qui lui fait quand même une belle bête. Alors là aussi, il y avait pas mal de problèmes techniques à résoudre, ne serait-ce que pour qu'elle puisse tourner au moindre vent. Donc, il a fallu imaginer un petit peu la chose. J'ai eu la commande d'une fontaine sur la petite place qui est dans la rue Fraisse, que je pense que les Nîmois connaissent cette rue. Et donc l'idée, c'était de faire une fontaine qui soit agréable à entendre et surtout où on pouvait boire. Donc d'où le petit jet pour boire. Et, par contre, on n'était pas en circuit fermé et l'eau partait à l'égout. Et c'était un peu dommage, quoi. Mais enfin. Alors, vous voyez, donc il y a tout le haut, c'est du cuivre chaudronné. Il y a 2 blocs de granit, du granit bleu de Bretagne et la grille qui protégeait l'écoulement, quoi. Maintenant, à la place du peintre, il y a un restaurant. Alors, le cuivre s'est patiné à la longue et c'est vrai qu'elle est assez belle. Mais si vous la voyez à l'heure actuelle, cette fontaine a été... disons qu'elle a un peu souffert. Elle a perdu son casque que j'ai à l'atelier parce qu'une fois que je suis passé par là, il restait plus qu'un boulon. J'ai retiré le boulon et je l'ai récupéré. Et j'avais prévenu la mairie pour lui dire que j'avais le casque et qu'on pouvait aller le reposer, mais ils ne m'ont jamais répondu. Alors, autre commande, c'est un hommage à Odilon Barrot, qui était un politicien du 19e siècle, qui a été député, vice-président du Conseil d'État et membre de l'Institut. Et il y a une association sur Villefort qui m'avait demandé de faire quelque chose pour Odilon Barrot. Et le problème, c'est que j'avais 2 ou 3 gravures, et c'est tout pour travailler. Et si vous voulez, ça n'a pas été toujours simple. Parce que là, si vous voulez, là, il est assez jeune, et là, il est nettement plus vieux. Donc, il fallait essayer de trouver quelque chose d'entre les deux. Alors là, vous avez le buste en terre que j'avais fait pour essayer de retrouver le volume à partir de ces dessins. Et vous avez la tête qui est en train de se faire un peu plus loin là-bas. Alors, c'est de l'inox, la tôle d'inox forgée et de l'acier, et il y a un peu de granit.
Oui, alors ça, c'est les photos d'il y a un peu plus de 20 ans. C'est les diapositives. Et voilà l'œuvre 20 ans après. Et elle n'a pas bougé. Et je suis assez content. Et en plus, elle n'a même pas été vandalisée. Alors là, on rentre dans des travaux pour des particuliers. Mais ce sont des œuvres quand même d'assez grande taille. Parce que là, c'est une pièce qui fait 4 mètres de haut. Là, vous avez la maquette. Et si vous voulez, le bâtiment, c'est un bâtiment un petit peu particulier parce que c'est une construction qui s'est étalée sur plusieurs siècles. La première partie ça date du XIIe ou XIIIe siècle. Et après, ils ont retravaillé au XIXe où ils ont refait un peu comme un petit château, d'où la petite tourelle avec le donjon. Et la dernière partie, là où il y a la sculpture, c'est carrément une extension au XXe siècle. Et il y a une piscine à débordement. Enfin bon, donc j'avais le propriétaire m'avait demandé d'intervenir et j'ai imaginé un peu comme une figure de proue, si vous voulez, sur ce bateau immobile. Et donc là, c'est un travail avec du tube, de la tôle. Vous voyez ? Alors, ça, c'est encore autre chose. C'est une intervention dans un parc de l'ancien maire de Saint-Pons-de-Thomières. Ce maire s'appelait Jean Glaise, et il avait été maire pendant, je ne sais plus, peut-être plus de 20 ans. Et il avait un terrain en ville, et il avait dans l'idée d'offrir à la ville, dans son parc, un peu l'histoire de la région et de Saint-Pons-de-Thomières. Et il m'avait demandé de faire une sculpture qui représentait Sébéna. Alors, je ne vous raconterai pas l'histoire complète de Sébéna, mais dans la mythologie, alors, quelle mythologie, je ne sais pas trop, mais Sébéna avait été retrouver sa mère en Grèce, à pied évidemment, et quand elle était revenue, elle était tellement épuisée qu'elle est morte dans le coin, et quand vous montez vers Saint-Pons-de-Thomières en passant par Saint-Chinian, vous avez une montagne qui fait un peu comme un plateau, et devant, il y a comme une tête, si vous voulez. Et dans la légende, Sébéna, c'était le tombeau de Sébéna. Et donc, M. Glaise m'avait demandé de faire une sculpture qui représentait Sébéna, et surtout, il voulait qu'elle tourne au vent. Donc, d'où le socle. Vous voyez, et après, il a fait une butte de terre. Alors là, évidemment, j'espère qu'il n'y a pas d'inspecteur du travail dans la salle, parce que, évidemment, ça, c'est interdit, hein, de monter dans la benne du tractopelle. Voilà, et là, c'est fini. Donc, la butte de terre a été finie après. Et elle tournait bien au vent, quoi. C'était... Là, maintenant, autre heure, c'est à Sérignan. C'est à la demande du maire André Gélis, le maire de l'époque, qui avait demandé à 2 sculpteurs d'intervenir, un au mois de juillet et l'autre au mois d'août en 90, et de travailler dans la ville devant les gens. Et moi, j'ai travaillé au mois d'août. Et donc, j'avais préparé ma maquette. La maquette lui avait plu. Et donc, voilà la réalisation. Donc,
À droite, la maquette et la réalisation. Vous voyez, alors donc c'est toujours un travail avec des tubes, des éléments forgés. Vous voyez, et je l'avais appelé arrière marine parce que, eh bien, une charrue dans la mer, ça n'existe pas, donc ça permettait toutes les interprétations. Alors, on revient à Bédarieux. C'est le premier travail que j'ai fait dans cette ville. Il y a, le maire voulait un buste de Marianne qui ne soit pas le buste en plâtre traditionnel. Et donc, il avait organisé un petit concours régional. Je pense qu'on devait être 10 ou 15 artistes à répondre à sa proposition. Et bon, j'avais présenté quelques dessins et j'ai été choisi. Donc là, vous avez... Après, j'ai fait cette maquette qu'on a présentée en place pour définir les tailles. Et voilà la réalisation. Donc, il y a une partie disons d'acier qui a été laitonné par électrolyse et patiné. Une autre partie qui est en tôle bleuie et les cheveux qui sont en tôle de laiton. Alors, disons, modèle de départ, j'ai pris le tableau de Delacroix, la liberté guidant le peuple. Alors, les effets de couleur sur la tôle, c'est en travaillant au chalumeau. Voilà le dernier travail pour Bédarieux, c'est dans la maison du tourisme. Il y avait un gros poteau béton et ils m'ont demandé de trouver quelque chose pour habiller ce poteau pour que ce soit quand même plus sympathique. Et j'ai pris comme inspiration les coulées basaltiques qu'il y avait entre Clermont-Lérault et Bédarieux. Et donc j'ai joué sur des éléments comme ça, et à l'intérieur il y a de la lumière qui permet de faire un éclairage rasant sur les blocs. Donc là vous avez la maquette et la réalisation. Il y avait deux faces, si vous voulez, sur cet ensemble-là, quoi. Là, c'est la couleur un peu bleutée, ce sont les néons qui font enfin plutôt les réglettes fluo qui font cette couleur.